Elle et moi, c'était... Je respirais Nicole, je vivais Nicole, je mangeais Nicole. Et quand j'ai eu terminé le livre, je me suis dit, il faut que cette femme soit connue. C'est vraiment injuste. Voilà l'exemple d'une femme française qui a souffert et qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour aider nos poilus. Je trouve ça absolument génial. Chère nouvelle héroïne, j'ouvre un nouveau chapitre de Nouvelles héroïnes avec un nouveau format sur ce podcast. Un format un peu différent, plus vivant, plus direct. Ensemble, nous allons partir à la rencontre d'auteurs, d'historiennes et de passionnés qui redonnent vie à des femmes souvent oubliées à travers leurs livres. Parce que derrière chaque héroïne, il y a aussi une personne qui a enquêté, cherché, douté, écrit. Comprendre comment naît un livre, comment on redécouvre une femme oubliée, c'est une aventure en soi. Tu vas aussi découvrir non seulement une héroïne de l'histoire, mais aussi celle qui a choisi de raconter sa vie. Comment trouve-t-on une femme effacée des manuels scolaires ? Pourquoi si peu de femmes sont d'ailleurs présentes dans ces manuels ? Comment transforme-t-on des archives en récits vivants ? Et surtout, pourquoi est-ce important aujourd'hui, en classe et à la maison, de faire entendre ces voix ? Bienvenue dans le monde toujours surprenant des nouvelles héroïnes oubliées de l'histoire. Nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, je tends mon micro à Cécile Chabot, qui est professeure de lettres, que tu pourrais peut-être avoir dans ton collège. Elle est passionnée de littérature classique et d'archives. À travers son livre de Femmes et d'acier, Cécile redonne voix à une pionnière méconnue, Nicole Girard-Mangin, la seule femme médecin mobilisée dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors j'aimerais te demander une question assez simple pour commencer. Qui était Nicole Girard-Mangin et qu'est-ce qui la rend si unique dans l'histoire ? Nicole Mangin est née en 1878 à Paris, à une époque où la femme est totalement bridée, où elle n'a aucun droit, et elle va heureusement grandir dans une famille aimante qui va la pousser à faire de brillantes études, et elle va faire partie au début du siècle des 90 femmes médecins, donc c'était quelque chose de vraiment très très rare. Par la suite, elle va tomber éperdument amoureuse d'un homme qui s'appelait André Girard. Et cet homme va lui être infidèle. Donc, elle ne va pas avoir la complaisance des femmes de l'époque. Elle va divorcer. Donc là encore, c'est un acte très courageux. On s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était quelque chose qu'on ne faisait pas au début du siècle. Par la suite, Nicole va devenir une spécialiste du cancer et des maladies contagieuses. Et puis, comme tu l'as dit, au moment où la guerre éclate, le 2 août 1914, elle va recevoir une lettre de mobilisation. Pourquoi une lettre de mobilisation pour une femme ? Eh bien, à cause d'une faute d'orthographe. Elle s'appelait Girard-Mangin et sur la lettre, il y avait écrit Gérard-Mangin. Et cette faute d'orthographe va tout changer. Elle va se rendre à Bourbonne. Les médecins, en la voyant, vont se rendre compte de leur erreur, vont lui dire écoutez, non madame, on s'est trompé, excusez-nous, rentrez chez vous. Elle va dire non, peu importe mon sexe, j'ai les diplômes, la France a besoin de moi, je reste. Et elle va être, comme tu l'as si bien dit, la seule femme médecin française de la Grande Guerre. Parce que toutes les autres ont été renvoyées. Toutes celles qui ont essayé de venir apporter leur concours se sont toutes fait renvoyer. Mais elle avait une lettre officielle, donc elle a pu rester. Comment est-ce que vous avez découvert son histoire ? Alors, moi, j'ai l'habitude, je suis effectivement une passionnée des archives et des vieux papiers. Donc, j'ai rencontré Nicole dans des articles de presse ancienne, un article sur la prophylaxie, c'est-à-dire sur les règles d'hygiène au moment où sévissait la tuberculose. Évidemment, j'ai tapé sur Internet son nom et il y avait quasiment rien. Je me suis dit, une histoire comme ça, il faut absolument que j'en fasse un roman. C'est une femme à exhumer. Donc, je l'avais déjà fait avec une romancière oubliée de la Belle Époque qui s'appelle Rachilde. Et je me suis dit, Nicole, la Grande Guerre, une faute d'orthographe, c'est du pain béni pour quelqu'un qui veut écrire une histoire. Voilà.
On a l'habitude dans Nouvelles Héroïnes d'explorer l'enfance de l'héroïne. Comment est-ce que tu as exploré cette partie de cette vie ? Est-ce que tu as eu accès à des archives ? C'était très compliqué parce que il n'y avait encore une fois quasiment rien. J'ai trouvé une biographie d'elle, mais dans laquelle il y avait des erreurs. Donc je me suis dit on va essayer d'aller à la source. Et bien je suis allée sur Facebook et j'ai essayé de retrouver sa famille. Et je suis tombée sur son arrière-petit-neveu, qui est un petit monsieur formidable, qui m'a tout de suite dit « Oh, mais vous allez faire un livre sur Tata Nicole ?» J'ai dit oui, je voudrais faire un livre sur votre tante. Et il m'a invitée, donc à Verdun, enfin à côté de Verdun, à Véry, dans le village où Nicole passait sur ses vacances. Et donc j'ai eu accès à ses archives familiales. Donc j'ai vu sa thèse, j'ai vu des photos et même plein d'écrits qu'elle avait rédigés sur le front, donc vraiment des petits bouts de papier sur lesquels elle griffonnait des choses et que j'ai pu mettre tel quel dans mon livre. C'était en fait le fond de son cœur, le fond de sa pensée. Et elle écrivait très bien pour une scientifique. C'était vraiment une formidable, littéraire. Elle avait vraiment un don pour l'écriture. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu sa vie, son début de vie et comment elle est devenue médecin ? Comme j'expliquais tout à l'heure, donc elle grandit vraiment dans une famille qui va l'encourager. Elle est passionnée par la médecine, mais à l'époque, c'est compliqué pour une femme de faire des études de médecine. Elle va passer le bac. Elle ne peut pas passer le bac réservé aux garçons, donc elle va travailler à côté. Elle va apprendre le latin, apprendre le grec et finalement s'engager dans des études de médecine où elle sera la seule femme. Moi, j'ai retrouvé une photo d'elle où elle est à un congrès sur la tuberculose et elle est la seule en robe au milieu d'un parterre d'hommes tous en noir avec leurs moustaches. On s'imagine bien à quel point ça a dû être compliqué pour elle. Il y a une photo d'elle aussi où elle est bizutée à côté d'un cadavre. Alors elle a une espèce de sourire un peu forcé, mais on s'imagine bien que ça n'a pas dû être facile. Mais quand tu dis le bac réservé aux hommes, c'est-à-dire que à cette époque, donc on est à la fin du 19e siècle, début du 20e, ouais. Le baccalauréat, les femmes ne pouvaient pas le passer ? Alors je saurais pas te dire exactement. Il y a effectivement un examen qui est réservé aux garçons. Elle a été obligée de travailler par elle-même à côté et de faire ses preuves, je dirais, davantage que les hommes. Oui. Et donc comment elle est rentrée en école de médecine ? Alors ça, le cursus très précis, je ne le connais pas. Je sais juste que au moment de ses études, elle a aussi dispensé des cours à la Sorbonne. Ça, Marie Curie l'avait fait, donc elle a vraiment marché dans les pas de Marie Curie. Puis dispenser des cours, ça ne lui convenait pas. Elle s'est engagée dans un groupe de femmes qui s'appelait l'Union des femmes de France, et avec une autre pionnière qui s'appelait Marie Diemer, elles ont fondé les infirmières visiteuses de France. Et en fait, ça c'est les pionnières, c'est les ancêtres des assistantes sociales finalement. Et tu disais que ses parents, ils l'ont beaucoup encouragée parce qu'ils étaient médecins. Son père était médecin ? Non, son père travaillait dans les vins et spiritueux et champagne. Donc parce que en fait, à cette époque-là, les femmes de l'époque étaient plutôt condamnées à se marier, trouver un foyer, fonder une famille. Donc, elle aurait dû contre-pied de l'époque. Oui, elle est tombée amoureuse d'André Girard, qui était un associé de son père. Tout la prédisposait à devenir une grande bourgeoise. Et au début, elle était tellement amoureuse de lui que c'était la voie qu'elle se choisissait sans problème. Elle voulait bien arrêter la médecine et seconder son mari. Simplement, quand elle s'est aperçue qu'il était extrêmement infidèle, elle a préféré renoncer à son mariage, quitte à se faire juger. Parce que à l'époque, encore une fois, on ne divorçait pas, même si on était trompé. Je veux dire, on s'accommodait de la situation. Et elle était maman ? Oui, elle a eu quand même quelques années de bonheur et elle a eu un fils qui s'appelait Étienne, qui est mort très jeune d'ailleurs. Elle l'a élevé jusqu'au moment où elle a été obligée de le confier à son père ou à ses parents parce que la médecine lui prenait beaucoup de temps.
comment elle a vécu sur le front, comment elle a vécu cette guerre dans les tranchées. Alors au début, elle était, encore une fois, elle s'est systématiquement, vraiment sur l'ensemble de son parcours de guerre, elle s'est systématiquement heurtée à l'hostilité des hommes, à l'hostilité des médecins-chefs qui étaient avec elle, et pourtant elle n'avait pas moins de diplômes, mais ils étaient vraiment très hostiles. Parce que femme. Ah oui, parce que femme. Et au début, elle était cantonnée comme étant spécialiste des maladies contagieuses. On comptait sur elle pour s'occuper des contagieux. Et puis le conflit avançant, il a fallu qu'elle s'occupe de tout le monde, que ce soit les blessés, les gazés. Elle s'est occupée de tout. Et par la suite, elle a fait Verdun, cette fameuse bataille de Verdun, durant laquelle elle a été blessée par un éclat d'obus à l'oreille. Est-ce que tu as des conditions, dans ton livre, ce n'est pas du tout un livre d'archives, c'est un roman où en fait, elle se remémore, le livre commence en 1919 et elle se remémore toute cette époque. Est-ce que tu as des passages qui nous montre un petit peu cette guerre, cette première guerre. Je crois qu'elle est au programme d'ailleurs au collège. C'est un livre qui pourrait tout à fait faire partie des lectures, ce qu'on appelle les lectures cursives, c'est-à-dire les lectures à la maison en troisième. C'est comme La Chambre des officiers, ou comme Mémoire d'un rat. Là, c'est une femme, c'est pas la même chose, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du milieu du livre, on n'a que des scènes de guerre, et ce sont des scènes qui sont des scènes qui ont toutes existé. C'est-à-dire que c'est soit je prends vraiment dans les notes de Nicole, soit je m'inspire de grands récits de guerre, des témoignages d'hommes qui ont fait la guerre. Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont marqué plus que d'autres ? J'ai tenu comme à un moment, elle explique qu'elle s'est occupée de civils. J'ai voulu faire commencer la guerre par une scène d'accouchement. Alors c'était important déjà symboliquement parce que commencer par l'accouchement parallèlement au début de la guerre, c'était important. C'était un hommage à Émile Zola aussi, qui nous livre dans sa littérature beaucoup de scènes d'accouchement. Et Émile Zola est un auteur que je chéris particulièrement. Et puis, encore une fois, Nicole faisant accoucher une femme, je trouvais que c'était une façon de commencer la guerre pas du tout inintéressante. Et je me suis inspirée, là, pour le coup, je me suis pas inspirée de ses écrits, mais je me suis inspirée d'une vraie scène d'accouchement extrêmement compliquée que j'ai trouvée dans des archives. Et pendant cette période. Oui. Mon éditrice, en lisant ça, était horrifiée. Elle me dit, Cécile, t'es sûre que tu veux écrire un truc pareil ? Oui, elle est très dure. Je lui dis oui. Je lui dis toutes les scènes que j'ai écrites, j'ai essayé de faire des scènes un peu différentes à chaque fois. Toutes les scènes que j'ai écrites, elles sont là pour rendre hommage à des hommes et à des femmes qui ont vraiment souffert, mais dans leur chair, qui ont souffert le martyre, qui ont souffert du manque de soins et puis du fait d'être de la chair à canon. Je crois que pour leur rendre hommage, il faut être dur, il faut écrire de façon vraiment violente pour ne pas négliger ce qu'ils ont vécu. Pour ne pas effacer... Ah oui. Et est-ce qu'elle a voulu quitter le front à un moment donné ? Est-ce que ça a été trop dur pour elle ? Non, à un moment, elle est promue. Elle finit par être promue. Elle doit quitter le front parce qu'elle devient directrice d'un hôpital-école dans lequel elle va s'occuper avec Marie Curie d'ailleurs de la formation d'infirmière. Mais non, elle est courageuse. C'est une femme quand elle va s'occuper des tuberculeux avant la guerre. Donc quand elle va s'occuper de pauvres gens qui n'ont rien, elle ne lâche pas. Et de la même façon, quand elle voit les poilus, quand elle s'occupe des poilus, jamais elle ne lâche. C'est une femme qui est extrêmement généreuse, altruiste, qui pour moi est exemplaire. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à cette femme. En plus, j'ai travaillé à la première personne, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer quand je suis passée à l'écriture du roman qui va paraître bientôt d'ailleurs. J'ai vraiment eu du mal parce que je me suis vraiment identifiée. Alors c'était un peu prétentieux de dire ça, mais elle et moi, je respirais Nicole, je vivais Nicole, je mangeais Nicole, et quand j'ai eu terminé le livre, je me suis dit, il faut que cette femme soit connue.
c'est vraiment injuste et bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais là son nom va être gravé sur la Tour Eiffel, c'est extraordinaire. Il va y avoir une adaptation au cinéma. Moi, je me réjouis que le grand public connaisse enfin cette femme, parce que c'est vrai, on connaît dans les femmes de science, on n'en connaît pas beaucoup. Marie Curie est toujours citée, et tant mieux évidemment, mais enfin voilà l'exemple d'une femme française qui a souffert et qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour aider nos poilus. Je trouve ça absolument génial. Comment elle a vécu, parce qu'elle a divorcé en 1910, donc elle a divorcé avant la guerre. Comment elle a vécu l'éloignement de son fils? Alors ça, évidemment, c'est peut-être le point où elle a été, puisqu'on est si prompt à juger aujourd'hui, c'est peut-être la casquette où elle a été la moins performante, je sais pas. Elle a peut-être pas été une maman extraordinaire, enfin autant qu'elle a été une femme médecin extraordinaire, oui, parce qu'effectivement elle a délégué beaucoup à son mari, et puis bon, par la suite, de toute façon, il s'est avéré que son fils aimait beaucoup la vie qu'il vivait avec son père, parce que son père avait de l'argent, donc ça n'a pas été, je crois pas, enfin de ce que j'ai pu avoir comme document, il ne le lui a pas reproché, mais en tout cas il en a certainement souffert de cet éloignement avec sa mère. Mais en tout cas, il avait, de ce que j'ai eu aussi comme discussion avec l'arrière-petit-neveu de Nicole, visiblement la situation s'était établie comme ça, et on faisait avec. Comment se passe l'après-guerre? L'après-guerre, ça va être assez compliqué pour Nicole, parce que c'est une femme qui, et ça a été le parti pris du livre, moi j'ai quand même décrit Nicole comme étant une féministe incroyable, mais brisée par l'adultère en fait. Je pense que Nicole avait quand même une faille, et pour moi c'est la faille que j'ai choisi de développer, sachant qu'elle a quand même été vraiment extrêmement amoureuse de son mari. Donc je me dis que à partir du moment où elle apprend que son mari la trompe, et plus d'une fois, elle a quand même dû avoir une blessure d'amour et d'amour-propre. Sur l'intégralité de sa vie, on voit que c'est une femme qui est toujours en action, qui se donne sans compter. Et j'ai imaginé d'elle que, à partir du moment où elle n'est plus en action, d'ailleurs, toutes les parties du roman, tous les interludes où elle est allongée sur son lit et où finalement elle est plutôt passive, et où ce sont finalement ses pensées et ses états d'âme qui viennent l'assaillir, là les choses sont plus problématiques pour elle. Et une fois la guerre terminée, elle a cette désillusion, elle comprend que les femmes ne seront pas reconnues, que ce soit les femmes qui travaillaient au champ pour les hommes, que ce soit les femmes qui travaillaient dans les usines, que ce soit même les infirmières. Elle voit qu'il va pas y avoir de reconnaissance, et ça c'est une grande désillusion. Pour elle, je pense qu'elle s'en fiche, parce qu'elle a été gratifiée d'une jolie récompense par ses poilus, qui lui ont offert une plaque sur le front, enfin une plaque en acier la remerciant, mais elle n'a pas été reconnue de son vivant, et elle en a peut-être souffert, mais du moins je pense que sa personnalité étant ce qu'elle est, je suis pas certaine qu'elle était en quête de reconnaissance des ors de la nation. Ça, je ne pense pas. Mais je pense qu'elle a effectivement une grande désillusion. Et puis le fait qu'il ne se passe plus rien d'un coup, ça a dû être un choc pour elle. Enfin. Et puis surtout, il y a l'annonce de sa tumeur. On lui annonce qu'elle a un cancer à l'oreille. Et là encore, je pense qu'elle veut encore garder le contrôle. Elle ne veut pas souffrir. Et elle préfère mettre fin à ses jours. Qu'est-ce que les jeunes auditrices du podcast peuvent garder de Nicole aujourd'hui, sachant que c'est des époques complètement différentes? Disons que il faut quand même voir qu'à l'époque, Nicole, comme je l'ai dit au début, Nicole vivait dans un monde de femmes, dans un monde où la femme était muselée. C'est-à-dire qu'elle passait de la tutelle du père à celle du mari, elle n'avait absolument pas voix au chapitre. C'était une période qui était bien plus difficile. Et malgré tout, elle a réussi à se dépasser, et même à se dépasser par rapport à la blessure intérieure qu'elle avait. Donc évidemment, c'est en ça qu'elle est un exemple, parce qu'elle était vraiment bridée, piétinée. On n'aurait pas dû avoir de Nicole Mangin, spécialiste du cancer, spécialiste de la tuberculose. Par la suite, après la guerre, oui, ça me revient, mais elle est quand même devenue cofondatrice de la Ligue internationale contre le cancer, ce qu'on ignore totalement aujourd'hui.
Donc, je pense qu'effectivement, à plein d'égards, Nicole est une femme inspirante. Elle m'a inspirée, vraiment, mais comme jamais. Pourtant, encore une fois, j'avais exhumé une autre héroïne, mais alors celle-là, ça a été. Donc, qu'est-ce qu'on garde, c'est-à-dire cette faculté, cette capacité de faire fi de toutes les injonctions sociétales et. Bien sûr que, mais ça, c'est quelque chose en dehors de même de Nicole. C'est juste vous avec ce podcast, moi qui suis en interview avec vous, bien sûr, puisqu'on a le droit de parler, on doit agir, on doit s'exprimer et toujours le faire avec respect, pour gagner le respect de l'autre et pas brailler et pas vociférer et pas être inélégant. Voilà, vraiment toujours garder de l'élégance. Donc ça c'est capital. Si Nicole était parmi nous aujourd'hui et qu'on lui demandait quelle était sa devise, ce serait laquelle? Toi qui maintenant la connais très 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 bien. Là je réponds, je sais pas si c'est elle ou moi qui répondrait, mais un vers de Baudelaire que j'adore, qui est tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.